Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une parcelle pour discuter de l'implantation des pois de printemps. Alors vous le savez, les conditions d'humidité qu'on a eues depuis le début d'année sont quand même très défavorables aux préparations de sol et aux semis des pois de printemps. Donc on va aborder un petit peu tout ça. Donc je vous propose d'aborder 3 points dans cette vidéo. La première, préparation du sol. Deuxième, semis. Et troisième, la nutrition des pois. Donc première chose, l'implantation. Donc c'est vrai que quand on regarde, vu les cumuls de pluie qu'on a pu avoir dans beaucoup de parcelles, c'est quand même très compliqué de pouvoir préparer les semis. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup se poser des questions. Parce qu'en fait, on commence à retarder les périodes de semis. Donc l'idée, c'est aborder un petit peu tout ça. Donc si on commence déjà au niveau de l'implantation, en fait, pour nous, l'implantation des pois entraîne un impact sur 2 niveaux différents. Le premier, c'est en fait l'implantation ici sur les 8-10 premiers centimètres du sol, dans un sol qui soit quand même bien structuré pour permettre un bon contact sol-graine et un bon mélange à la fois des résidus du précédent et aussi des couverts d'interculture. On va aussi essayer d'avoir en dessous donc 10 à 15 cm de sol bien structuré pour permettre à la fois d'avoir une bonne exploration des racines, donc ils pourront aller capter l'eau et les éléments minéraux, et aussi une bonne activité des nodosités, donc sur un sol qui soit bien oxygéné pour permettre justement un bon fonctionnement des nodosités. Donc ce qui est important surtout de faire attention, c'est que si on a dans ces périodes de reprise où on a encore des sols qui sont humides et on intervient sur des sols qui sont humides et pour lesquels on va compacter les sols, on s'est rendu compte c'est que finalement la nodulation, elle se fait moins en profondeur, elle se fait plus sur les premiers centimètres du sol parce qu'en fait les nodosités vont se faire dans des endroits encore où il y a de l'oxygénation, et le fait d'avoir des nodosités plus en surface, en fait on va les rendre plus sensibles éventuellement aux conditions de sécheresse qu'il peut y avoir au printemps. Donc on va observer un arrêt de ces nodosités et puis en fait un arrêt de fixation d'azote qui va être aussi préjudiciable à la culture du pois. Donc on va essayer d'avoir quand même des sols qui soient bien structurés, et dans ce cas-là, c'est être vigilant sur l'humidité des parcelles, donc attendez que les sols soient bien ressuyés avant de pouvoir intervenir. Donc on a fait le tour de quelques parcelles avec des partenaires là dans les derniers jours. Finalement on s'est rendu compte que dans les limons et dans les terres de craie, ça ressuyait quand même étonnamment quand même assez vite. Par contre c'est vrai que dans les sols argileux, vous voyez le temps ici, on a un temps qui est quand même assez couvert, il n'y a quasiment pas de soleil, il n'y a quasiment pas de vent, on n'a pas de température, et c'est dans ces sols argileux, les reprises et les semis sont quand même beaucoup plus limités. En tout cas ils sont vraiment retardés dans le temps. L'enjeu pour nous, c'est justement d'éviter ces zones de tassement qu'il peut y avoir, et ces zones de tassement qui auront un effet de limiter le ressuyage de la parcelle. Et c'est qu'en ayant un sol qui va se ressuyer beaucoup moins bien, finalement on risque un ennoiement superficiel et une asphyxie racinaire sur lequel le pois est quand même très sensible. Deuxième point abordé ensemble, c'est le semis. Alors c'est que le semis est quand même une étape importante, notamment la date de semis. On va essayer de privilégier les semis précoces, parce qu'en fait ces semis précoces vont permettre d'éviter éventuellement les coups de chaud qu'il peut y avoir sur le printemps. Donc la période à peu près optimale de semis sur notre secteur est entre le 15-20 février jusqu'au 15-20 mars. Alors c'est que cette année, vu les conditions climatiques, on aura quand même du mal à être au début de cette période de semis assez précoce. Malgré tout, il y a peut-être quelques secteurs qui pourront essayer d'y aller peut-être dans les jours qui viennent, si jamais ça ressuie encore assez bien. Alors faites attention, c'est qu'en fait, on vous dit les semis précoces sont intéressants. Par contre, si vous passez trop tôt sur des sols mal structurés, finalement le tassement limite l'effet positif du semis précoce. En termes de densité de semis, on va plutôt s'adapter au type de sol. C'est que sur des limons, on va viser 70-80 grains par mètre carré. Ça correspond à peu près à 160-210 kg à peu près par hectare. Sur les sols d'argile, on va viser 80 grains par mètre carré. Donc c'est à peu près 210-235 kg par hectare. Puis sur les sols de craie, on va plutôt monter à 100-105 grains par mètre carré. Donc c'est à peu près 240 à 270 kg à peu près par hectare. Donc attention surtout aux surdensités qui vont augmenter le risque de maladie dans la végétation, puis aussi de temps en temps les problèmes de concurrence aussi dans la parcelle. Au niveau de profondeur de semis, visez un optimum de 4 cm, que le grain soit bien enterré, alors pour permettre à la fois d'avoir un bon contact sol-graine, de limiter aussi l'impact des herbicides qui pourraient être appliqués plus tard, et aussi pour faciliter le passage des outils de désherbage mécanique si vous avez prévu d'en utiliser. Alors sur des semis qui seraient plus précoces, de début à mi-février, on va plutôt conseiller d'avoir un semis un peu plus profond, à 5-6 cm. En fait, si vous avez un semis qui se fait 2-4 jours avant une période de gel, le risque c'est qu'en fait le grain il puisse en fait commencer à s'imbiber d'eau pour initier sa germination, et pendant cette période il est très sensible au gel. Donc c'est ce qu'on appelle le gel d'imbibition. Donc si vous avez une période de gel qui est annoncée avant votre période de semis, décalez de quelques jours après les périodes de gel. Alors il est possible de semer sur le gel, ça c'est pas gênant. Le pois va attendre le retour de bonnes conditions pour lever, mais évitez de semer avant une période de gel. Dernier point, c'est la nutrition. Alors c'est vrai que les pois
comme vous le savez, sont capables de fixer l'azote de l'air grâce à une association avec des bactéries qu'on appelle des rhizobiums. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pois, ils sont capables de pouvoir switcher entre l'absorption d'azote qui est présent dans le sol et le prélèvement, en fait, la fixation d'azote de l'air par les nodosités. C'est qu'en fait, ils vont passer de l'un à l'autre en fonction de ses besoins, mais aussi de la quantité d'azote qui est présent dans le sol. Donc pour avoir justement une bonne nodulation, on l'a vu, on fait le lien avec la structure du sol. Il faut un sol qui soit quand même bien oxygéné, une bonne progression des racines et surtout un pH qui sont entre 6 et 7. Alors juste un petit point de vigilance, on s'est rendu compte que dans des parcelles qui avaient des reliquats d'azote supérieurs à 60 unités, on avait une nodulation qui se faisait quand même beaucoup moins bien. Donc l'azote, c'est pas la peine. Par contre, le phosphore est quand même très important pour le pois. Alors c'est une culture qui est moyennement exigeante en phosphore. C'est important à la fois pour le développement racinaire, pour la formation et le fonctionnement des nodosités. Donc on va aussi éviter du coup d'être dans des situations où on est un peu carencé en phosphore. On s'est rendu compte, notamment dans nos essais, que des carences en phosphore entraînaient des pertes de rendement de 10 à 15%. Donc on va essayer de s'adapter par rapport aux analyses de sol. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les sols faiblement pourvus en phosphore, donc à peu près une mesure de phosphore Olsen inférieure à 50 mg par kilo, on va conseiller d'apporter entre 60 et 70 unités de phosphore. Sur les sols qui sont correctement pourvus en phosphore, donc on a à peu près entre 50 et 80 mg de phosphore dans le sol, en tout cas de P2O5, on va conseiller entre 40 et 60 unités. Et puis sur les sols qui sont correctement pourvus, c'est qu'on a plus de 80 mg de P2O5 dans le sol, en fait on va conseiller un apport de 30 à 40 unités. Les apports de potasse seront aussi à raisonner en fonction des types de sols, mais c'est vrai que dans les secteurs où on est plutôt quand même des sols qui sont carencés en phosphore et un peu moins en potasse. Les autres éléments, que ce soit le soufre, le molybdène et autres, dans nos essais, on n'a jamais trop vu d'intérêt d'apporter ces éléments-là. Donc après, regardez quand même dans vos analyses de sol, soyez vigilants quand même sur les sols sableux. Dans les autres types de sols, ces éléments-là n'ont pas beaucoup d'intérêt sur les pois protéagineux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelques éléments. Bon courage dans la plantation de vos pois de printemps. Et puis on continuera aussi de suivre ça tout au long de la campagne. N'hésitez pas aussi à nous partager en vidéo vos réussites ou vos échecs en termes d'implantation des pois de printemps. Bon courage!